Bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bien. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon, bonjour, mademoiselle. Ravi de vous revoir, ou vous rencontrer donc de façon, c'est-à-dire virtuelle, à travers donc ce contact maintenu donc dans le cadre de l'Internet. Je tiens donc à vous saluer tous, à saluer tous les étudiants ici présents donc dans cette plateforme. On va continuer dans le cadre de ce cours magistral qu'on a déjà donc débuté avec une introduction, puis par la suite un chapitre qu'on a appelé le chapitre 0. Nous sommes toujours donc dans le cadre de ce chapitre. Et nous avons traité de la méthodologie dans le cadre de ce chapitre, la méthode de travail, on a traité aussi la prise de notes, mauvaise qualité d'affichage. Oui, il y a un problème d'affichage, effectivement. Euh, on a traité la prise de notes, on a traité la fiche de lecture. Maintenant, nous sommes arrivés au quatrième point, peut-être, oui, nous sommes arrivés au quatrième point. Donc, veuillez noter donc le quatrième point, s'il vous plaît, c'est la méthode de dissertation. La méthode de dissertation. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui peut donc nous définir qu'est-ce qu'une dissertation, ou est-ce que vous avez déjà utilisé la méthode de dissertation? Ou est-ce que vous avez déjà rencontré la dissertation quelque part? À vous la parole. S'il y a quelqu'un donc qui peut me parler de Monsieur, la dissertation. Oui, monsieur, monsieur. Oui, mademoiselle Soukaina. Oui. Oui, là, vous avez Euh, déjà rencontré la dissertation quelque part. oui, pour moi, c'est un C'est où exercice qui peut exactement? être. Au niveau du- Oui, Alors, la dissertation, pour moi, oui, c'est c'est un un exercice exercice. qui peut être écrit et qui porte Mhm, sur un sujet mhm, quelconque. mhm. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Ben, on a été forcément amené Vous avez déjà à, rencontré oui, on a tous été, à faire on la a tous, dissertation? c'est comme une expression écrite, si vous voulez. Plus ou moins, d'une manière ou d'une autre. Oui, effectivement, d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas tout à fait la pression écrite, car il y a, c'est-à-dire, des règles qu'il faut suivre dans le cadre de la Méthode de, dissertation. méthode de dissertation. Pour les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà rencontré est-ce que vous avez déjà rencontré la dissertation? C'est-à-dire dans les années précédentes, je parle avant donc l'université. Mademoiselle Bahia. Non, monsieur. Vous l'avez pas rencontré donc dans les années précédentes, donc au niveau du bac. Donc, je tiens donc à préciser que la dissertation, la dissertation vient du verbe disserter, vient du verbe disserter avec deux S, la dissertation. Disserter signifie dans le jargon académique, ou dans le langage académique et universitaire, un traitement d'un sujet. C'est un traitement d'un sujet. Et comme il a été dit par votre camarade Soukaina, c'est un exercice. C'est un exercice. La dissertation, il est défini comme un exercice. Effectivement, un exercice qui porte sur un sujet
écrit. C'est un exercice qui porte sur un sujet écrit et qui est traité par un étudiant ou par une personne, donc objet d'examen. Donc, il est traité par un étudiant ou il est traité par une personne objet d'un examen. Donc, soit qu'il peut être un professeur ou il peut être un étudiant ou autre. Donc, lorsqu'on parle de dissertation, on parle effectivement d'un exercice académique et scientifique. D'un exercice, c'est un exercice à caractère analytique. Oui, effectivement, il a un caractère analytique. Donc, cette dissertation définie donc comme exercice qui porte sur un sujet écrit a pour objectif d'analyser, d'expliquer ou d'interpréter. Mais l'action d'interprétation, d'analyse et de compréhension du sujet, c'est une action qui obéit à un ensemble de normes. Un ensemble de normes. C'est pour cela donc la dissertation, il est défini comme un traitement d'un sujet. C'est le fait donc de traiter un sujet. Par exemple, vous êtes dans le cadre, puisque donc maintenant vous débutez donc vos études universitaires. Par exemple, vous êtes dans le cadre de la matière méthode des sciences sociales, ou dans la matière de droit constitutionnel, ou dans la matière de droit administratif, ou peut-être dans le cadre de l'introduction aux sciences économiques, ou à l'introduction au droit, aux initiations à la science politique. C'est presque les matières, donc à peu près toutes les matières que vous êtes en train donc de traiter dans le cadre de ce semestre. Donc, si un professeur, par exemple, vous pose la question, donc vous pose un sujet de dissertation. La dissertation, donc, comme on vient de dire, c'est un traitement académique et scientifique d'un sujet. Mais c'est un traitement méthodique. C'est un traitement méthodique, c'est-à-dire c'est un traitement qui obéit, oui, bien sûr, argumentation organisée. Donc, c'est un exercice qui obéit à une méthode. C'est un exercice qui obéit à une méthode. Et donc, dans le cadre de la dissertation, comme on vient donc de la définir comme un traitement analytique, comme un exercice qui porte sur un sujet écrit fait par l'étudiant ou par la personne examinée, donc en vue donc d'analyser, d'expliquer, de comprendre donc une question. C'est que, voilà, donc j'ai anticipé un peu les choses, c'est que la dissertation, elle est assortie, voilà ce qu'il faut comprendre. Il est toujours assorti d'une question. Assorti d'une question. On ne peut pas parler de dissertation sans parler de question. Et on va traiter la question donc par la suite, car la question correspond à ce qu'on appelle la problématique. Monsieur, j'ai une question. Oui, mademoiselle Soukaïla, quelle est votre question? Oui, on vous Monsieur, écoute. Mademoiselle monsieur, Soukaïla Bnani. monsieur, est-ce que Oui, vous m'entendez? Monsieur, est-ce que la dissertation peut oui, porter oui, je sur vous écoute. Allez, allez, à vous là. est-ce que la dissertation peut porter sur un exercice oral ou elle est uniquement à l'écrit? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, non, non, c'est-à-dire dans les cours précédents, etc., c'est-à-dire nous, on parle de sujets écrits oral, normalement, c'est-à-dire, puisque vous êtes face, c'est-à-dire à un examinateur et vous avez un exercice devant vous, par exemple, même dans le cadre de l'oral, car ce qui caractérise la dissertation, c'est ce qu'on appelle l'argumentation et le raisonnement académique et scientifique. Donc, lorsque vous avez une question devant un examinateur, c'est-à-dire qu'il vous passe un oral, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez répondre comme ça, c'est-à-dire de façon arbitraire, c'est-à-dire sans classement des idées? Non, il faut, c'est-à-dire au professeur ou dire à la personne qui vous examine, voilà, d'abord, il y a une question.
Donc, car lui-même, il pose une question. Et donc, le point de départ, déjà, c'est-à-dire dans la réponse, c'est la question elle-même. C'est pour cela donc je viens de dire que la dissertation, elle est assortie d'une question. On ne peut pas parler donc de ce qu'on appelle dissertation. Il faut faire attention à tout ce qu'on vient, c'est-à-dire de dire et tout ce que nous sommes en train de dire. C'est qu'on ne peut pas parler de dissertation. Vous voulez faire la dissertation, c'est-à-dire chez un professeur de droit constitutionnel ou de sciences politiques ou des relations internationales, s'il vous donne un sujet d'abord, s'il vous donne un sujet, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de faire de la dissertation alors que vous n'avez pas élaboré une question. Élaborer une question, c'est-à-dire élaborer ce qu'on appelle une problématique. Élaborer une problématique, et on va essayer de revenir sur la problématique. Donc, la dissertation en tant qu'exercice qui porte sur un sujet, comme on vient de dire, donc écrit, oral, etc., et qui correspond donc à un traitement académique et scientifique de ce sujet, il est, comme on vient de dire, il est assorti d'une question. Comme on vient de dire aussi, il répond à une méthode. Il est assorti aussi d'une méthode. Il y a une méthode dans le cadre de la dissertation. La première des choses dans le cadre de la dissertation, c'est l'introduction. Toujours, vous êtes en train de faire de la dissertation alors que vous n'avez pas commencé par l'introduction. Donc, le premier point ou l'élément essentiel, c'est-à-dire dans le cadre de la dissertation, c'est d'abord l'introduction. Et cette introduction elle-même se compose d'un ensemble d'éléments. Il y a un ensemble d'éléments, moi, c'est-à-dire au moins 4, au moins 5, jusqu'à 6 éléments, n'est-ce pas? On ne va pas parler des mémoires et des thèses, etc. On peut trouver plusieurs éléments, c'est-à-dire dans l'introduction, par exemple, d'un mémoire ou d'une thèse de doctorat ou oui, analyser le sujet, effectivement. Donc, dans un mémoire de master ou dans monsieur dissertation parle d'un développement, oui, bien sûr, on va traiter ce qu'on appelle le développement. Oui, donc on vient de dire que dans la dissertation, donc il y a une méthode. La première des choses, c'est donc l'introduction. Il y a l'introduction. Puis donc l'introduction, donc dans la dissertation, il y a 3 points. Il y a ce qu'on appelle l'introduction, il y a le développement et il y a la rédaction. Voici les 3 points donc de la dissertation. Il y a l'introduction et il y a le développement du sujet et il y a la rédaction du sujet lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire la façon de rédiger le sujet. Maintenant, on va revenir vers l'introduction du sujet. L'introduction donc du sujet, c'est le fait donc d'introduire votre sujet et de dire, c'est-à-dire au correcteur ou à celui qui vous examine, une chose par exemple, de lui dire voici de quoi on parle, monsieur. Voici de quoi on parle. De quoi on parle. C'est-à-dire vous présenter, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle une présentation du sujet, si j'ose dire, une présentation du sujet. Mais souvent, c'est-à-dire dans cette introduction, il se peut que l'étudiant commence par ce qu'on appelle une phrase d'accroche. Il commence par une phrase, donc le premier point, c'est ce qu'on appelle la phrase d'accroche. Par exemple, il peut dire une phrase qui est très simple, par exemple, ou comment il peut, c'est-à-dire apporter ce qu'on appelle un proverbe ou une allocution ou quelque chose, c'est-à-dire qui est dit par un chercheur ou par un auteur ou par un écrivain, c'est-à-dire qui a un rapport avec le sujet. Par exemple, si vous êtes en train de traiter de la liberté, n'est-ce pas? Par exemple, le prof il vous a donné de la liberté, par exemple, au Maroc ou de la démocratie. Voici, on peut par la suite, c'est-à-dire proposer des sujets. Est-ce qu'il y a donc des types de dissertation? Effectivement, il y a des types de dissertation. Il y a plusieurs types de dissertation, mais nous sommes en train donc de parler de ce qu'on appelle le cadre général de la dissertation, c'est-à-dire peu importe la nature de la dissertation, car on parle effectivement de ce qu'on appelle la dissertation juridique, la dissertation littéraire, la dissertation philosophique, la dissertation dans le domaine des études historiques, etc., etc. Oui, la question se situe au niveau de l'introduction. Effectivement, nous sommes en train de traiter de l'introduction. Donc,
dans le cadre de l'introduction, donc le premier point, c'est-à-dire qu'il faut signaler, c'est ce qu'on appelle une phrase d'accroche, si vous voulez, par exemple. Vous commencez par une phrase d'accroche. Sinon, si vous n'avez pas la phrase d'accroche, vous n'êtes pas obligé de nous apporter la phrase d'accroche. Mais on peut, c'est-à-dire commencer par la présentation du sujet. Dire, par exemple, écrire cette phrase, le sujet, on peut dire comme ça, le sujet, objet de notre débat. Et je commence, c'est-à-dire, je peux écrire comme ça, le sujet objet de notre débat et on porte sur, par exemple, porte sur la liberté au Maroc, on porte sur l'entreprise familiale au Maroc, on porte sur la démocratie au Maroc, on porte sur les relations entre le Maroc et l'Amérique, ou sur les relations entre l'Amérique et Israël, entre le Maroc et Israël, etc., etc. C'est-à-dire comme c'est-à-dire pourquoi on a traité ça, c'est-à-dire c'est en relation, monsieur, quand on finit donc la phrase d'accroche, mais je n'ai pas encore, je n'ai pas achevé, c'est-à-dire ce qui a été écrit par votre camarade. Donc, on a soulevé cette question puisque c'est un sujet d'actualité. Donc, vous savez, c'est-à-dire que le Maroc récemment, donc, il a conclu un accord avec les États-Unis, etc., dans lequel, c'est-à-dire, il y a un rétablissement des relations avec Israël, etc., tout ça. Donc, voilà, c'est un sujet, c'est-à-dire qui peut être traité, mais il faut le traiter sur un plan académique et scientifique, et non pas avec des émotions et avec des jugements de valeur et des préjugés, etc. Il faut être quelqu'un, c'est-à-dire qui est capable de comprendre ce qui se passe sur la scène internationale pour donc comprendre la politique étrangère d'un pays, etc. et pourquoi tel ou tel pays a choisi d'agir de sorte, etc. Mais comme ça, aller au Facebook ou aller ailleurs, c'est-à-dire pour pleurnicher ou pour pleurer, pour dire voilà, moi je suis avec, etc. Là, ça n'a aucun sens. Il faut comprendre ce que disent, c'est-à-dire les spécialistes des relations internationales et de la science politique pour comprendre donc ce qui se passe au niveau de la scène internationale qui pèse sur le Maroc, sur son intégrité territoriale, etc. et tout ça. Et donc, pourquoi donc une telle décision a été prise? Voici donc un exemple de donc, revenons-nous donc c'est-à-dire à l'introduction. L'introduction, comme je viens de dire, il faut commencer donc par une phrase d'accroche. Sinon, si on n'a pas de phrase d'accroche, on commence par la présentation du sujet. On le présente, c'est obligatoire. Il faut présenter le sujet et dire voilà de quoi on parle. Je réponds à la question effectivement de quoi on parle et de quoi je parle moi, par exemple, ou de quoi le sujet parle, n'est-ce pas? Donc, je présente le sujet. Après la présentation du sujet, je passe directement dans la présentation du sujet, je passe à ce qu'on appelle la définition des mots-clés. La définition donc des mots-clés, car je peux disposer des mots-clés. Par exemple, je viens de dire la liberté au Maroc. Pour moi, donc, le mot-clé, c'est la liberté. Donc, je vais définir la liberté. Ce n'est pas, c'est-à-dire la détailler, mais donner donc ce qu'on appelle une définition brève c'est-à-dire dans le cadre de quatre lignes, 5 lignes, donc de la liberté. Ce n'est pas pour parler des écoles qui parlent de la liberté, etc., etc. Non, par exemple, je vais traiter ça dans le développement. Mais dans l'introduction, je me contente de ce qu'on appelle la définition, donc du concept, c'est-à-dire des mots-clés. Donc, je peux disposer de plusieurs concepts. On va, c'est-à-dire par la suite, comprendre qu'est-ce qu'un concept, etc., et tout ça. Donc, présentation, donc le premier point après la phrase d'accroche, c'est-à-dire qu'on peut intituler, à laquelle on peut donner l'élément zéro, n'est-ce pas, comme premier point de départ. Est-ce qu'il y a une différence entre la dissertation et un texte argumentatif? Bien sûr qu'il y a une différence, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Mais la dissertation. Donc, comme je viens de dire, donc, après donc, la phrase d'accroche, nous sommes donc dans le premier point essentiel donc, dans l'introduction, c'est ce qu'on appelle donc la présentation et définition donc, des mots-clés. Donc, le sujet et je définis les mots-clés.
C'est-à-dire les mots-clés, comme je viens de dire, l'exemple, la démocratie, la liberté, est-ce qu'il y a donc une délimitation? Bien sûr qu'il y a une délimitation. Il y a une délimitation, oui, donc la phrase d'accroche avant, donc, ou après la présentation. Non, la phrase d'accroche, c'est toujours avant. Toujours la phrase d'accroche, on commence, c'est-à-dire au début, on commence par la phrase d'accroche. C'est pas, dès que par la suite vient la présentation donc, du sujet, donc la définition des mots clés. Comme donc je viens de signaler les mots clés, on peut donner des exemples, la liberté, la démocratie, le travail, le chômage, le développement, la pauvreté, etc. Tout ça, ce sont donc la loi, pourquoi pas, donc la loi, la norme, le droit, la politique, etc. Le politique, vous aurez l'occasion peut-être d'écouter la politique et le politique chez les étudiants, chez les professeurs donc de la science politique, peut-être avec M. Monchid ou avec Madame Nasseri qui assure maintenant donc cette matière. J'ai assuré cette matière pendant des années, donc pour la première année, et par la suite, donc, comme ça, on change donc des matières à chaque reprise, c'est-à-dire pour travailler d'autres modules. Donc, il y a donc plusieurs donc, donner un exemple donc de phrase d'accroche. Mais je viens de la phrase d'accroche, moi je peux pas, c'est-à-dire la phrase d'accroche, car il faut qu'il émane de ce qu'on appelle des lectures, c'est-à-dire que vous avez pu faire, car la phrase d'accroche, c'est-à-dire ce n'est pas, on met pas une phrase d'accroche de façon arbitraire. La phrase d'accroche, il doit être lié au sujet. Il doit être lié au sujet, c'est-à-dire qu'il a un rapport de façon directe ou indirecte avec le sujet. Par exemple, je viens de dire moi la liberté je viens de dire par exemple la démocratie, etc. Je peux aller chez les philosophes, par exemple, si je fais des lectures donc de philosophes, d'ouvrages de philosophes sur la démocratie ou sur la liberté, je peux donc apporter la définition de la démocratie, par exemple, chez Raymond Aron, par exemple, je donne un exemple, ou chez, par exemple, Laoui, chez nous au Maroc, il a un ouvrage qui s'intitule carrément La démocratie. Vous savez, vous connaissez peut-être Laoui pour ceux qui sont des Marocains, n'est-ce pas? Et donc, je peux prendre comme ça une phrase dans laquelle il parle de la démocratie. Je peux prendre non, comment est-elle libre? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par est-elle libre, la phrase d'accroche. Non, il faut qu'il y ait un rapport avec le sujet, soit, c'est-à-dire en fonction peut-être de vos convictions, peut-être que vous défendez la liberté, ou vous êtes contre la liberté, ou vous dites qu'il n'y a pas de liberté, ou vous dites qu'il y a la liberté, etc. Ça dépend donc de votre façon, c'est-à-dire la façon par laquelle vous voulez traiter donc le sujet. Et donc, je peux donc, moi, apporter donc une phrase d'accroche de chez un auteur ou un philosophe, par exemple, Émile Durkheim, ou Max Weber, ou d'autres. Donc, moi, je n'ai pas maintenant de phrase d'accroche, c'est-à-dire à vous dire, mais par la suite, je peux, c'est-à-dire dans le document, mettre des exemples donc, de phrases d'accroche. Et donc, on a traité donc le premier point, à savoir donc la présentation donc du sujet et donc la définition donc des mots clés, n'est-ce pas? Le deuxième point essentiel dans la dissertation, c'est ce qu'on appelle la délimitation du sujet. La délimitation donc du sujet selon deux dimensions ou selon deux variables. Ce qu'on appelle la variable temps et la variable espace. Donc la délimitation du sujet dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est le fait donc de délimiter la période ou de préciser la période, c'est-à-dire sur laquelle porte le sujet. Car, par exemple, lorsque c'est-à-dire je vous pose la question sur la démocratie au Maroc, vous n'allez pas, par exemple, revenir sur la période des Mérinides ou la période du Mahzen classique, etc. Il faut me parler peut-être de la démocratie aujourd'hui, ou peut-être depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, et poser donc la question, est-ce qu'il y a la démocratie au Maroc ou il n'y a pas de démocratie au Maroc? Si on prend aussi un sujet sur l'Afrique, si on veut parler donc de l'Afrique, ou de la démocratie en Afrique, n'est-ce pas?
Est-ce que, par exemple, l'Afrique a connu des formes de démocratie avant la colonisation? Est-ce que le Maroc lui-même a connu des formes de démocratie avant la colonisation? Ah, et on peut parler donc de la délimitation, c'est au niveau donc, du développement. Non, monsieur, la délimitation, c'est au niveau de l'introduction. C'est donc au niveau de l'introduction. Donc, comme je viens de dire, donc des exemples donc de sujets qui nécessitent donc une délimitation dans le temps. C'est-à-dire, est-ce que je suis en train de parler de la phase préhistorique? Est-ce que je suis en train de parler de l'Antiquité? Est-ce que le sujet il est lié à la phase, c'est-à-dire du Moyen Âge, la phase classique? Est-ce qu'il est lié à la phase moderne? Ou ce qu'il y a ce qui est contemporain, ou ce qui est actuel, etc. Donc, je délimite le sujet, c'est-à-dire dans le temps, en disant, par exemple, je suis en train de parler de l'entreprise marocaine, par exemple, après la privatisation qui a débuté depuis les années 80, les années 80, les années 90 exactement, n'est-ce pas? Je peux parler donc de la démocratie, par exemple, depuis l'indépendance du Maroc ou depuis l'indépendance de la plupart des pays africains, etc. Je peux, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser donc la phrase d'accroche au niveau de l'introduction? Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est-à-dire, ça fait partie donc des éléments essentiels peut-être qu'il faut, c'est-à-dire mettre en relief dans le cadre de toute dissertation. Mais comme je viens de dire, on commence toujours par la présentation. Donc, non, est-ce que la dissertation est-elle le cœur du sujet? Non, pas, plutôt la délimitation. Non, la délimitation, c'est un élément parmi d'autres. On va essayer de parler de ce qu'on appelle le cœur de la dissertation par la suite. Euh, donc, la délimitation donc, dans le temps. On vient de dire que la délimitation donc, dans le temps, il y a ce qu'on appelle les phases historiques. Est-ce que je suis en train donc, de traiter de l'Antiquité, de la phase, c'est-à-dire antique, de la phase classique, de la phase contemporaine ou actuelle, etc., etc., ou moderne. Puis vient ce qu'on appelle donc la délimitation dans l'espace. La délimitation dans l'espace, c'est-à-dire je précise l'espace, c'est-à-dire auquel le sujet est lié. Est-ce que je suis en train de traiter, par exemple, du Maroc? Est-ce que je suis en train de traiter d'une région du Maroc? Est-ce que je suis en train de traiter d'une ville ou d'un quartier ou du monde rural ou du monde urbain? Est-ce que je suis en train de traiter, par exemple, de la région du Maghreb? Est-ce que je suis en train de traiter du continent africain ou d'une région dans le continent africain? Est-ce que je suis en train de traiter du monde en général? Est-ce que je suis en train de traiter de l'Europe ou de l'Amérique ou du Moyen-Orient, etc. Donc, je précise, c'est-à-dire la région sur laquelle porte le sujet. Donc, c'est ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle donc ce qu'on appelle la délimitation donc dans l'espace. Et c'est c'est nécessaire, c'est-à-dire depuis ces deux éléments, à savoir donc la délimitation dans le temps et dans l'espace. On peut par exemple, c'est-à-dire faire allusion à on appelle la délimitation en ce qui concerne la pensée, par exemple, mais c'est toujours lié donc à l'histoire pour parler donc de ce qu'on appelle la pensée classique, néoclassique, moderne, contemporaine, etc., etc. Donc tous ces éléments, ils sont après la présentation et la délimitation donc, et la définition donc, des concepts ou donc des termes clés donc, du sujet, vient donc ce qu'on appelle, comme on vient de le signaler, la délimitation. Après la délimitation, il y a le troisième point. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle l'intérêt du sujet. L'intérêt du sujet. C'est-à-dire, on essaie de dire ou de parler de ce sujet. C'est le pourquoi donc du traitement de ce sujet. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous apporte ce sujet en le traitant. D'où ce qu'on appelle l'intérêt du sujet. Et il y a, c'est-à-dire plusieurs formes d'intérêt.
il y a ce qu'on appelle l'intérêt empirique et il y a ce qu'on appelle l'intérêt théorique. C'est-à-dire au niveau théorique, qu'est-ce qui nous apporte au niveau, par exemple, de la pensée. Au niveau empirique ou pratique, qu'est-ce qui nous apporte au niveau donc de traitement ou de résolution des problèmes. Par exemple, si on va dans la résolution d'un conflit, etc., etc. On peut parler, c'est-à-dire de la relation qui existe entre donc le sujet, c'est-à-dire au niveau pratique, et le caractère empirique. Oui. Donc, et le niveau donc théorique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un rapport d'intérêt du sujet. Le quatrième point donc dans la dissertation, c'est ce qu'on appelle l'historicité du sujet. L'historicité du sujet. Donc, dans le cadre de l'historicité du sujet, on essaie de revenir en arrière, c'est-à-dire pour chercher ce qu'on appelle les éléments historiques qui parlent, qui ont un rapport plutôt avec le sujet, et dire est-ce que ce sujet, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un antécédent en ce qui concerne le sujet qui a été posé. Est-ce que par exemple, si on vous pose une question sur la pauvreté au Maroc, n'est-ce pas? On peut donc traiter de la pauvreté et dire est-ce que par exemple le Maroc, il a déjà connu la pauvreté ou il n'a pas connu la pauvreté? Ou est-ce que la pauvreté, c'est un phénomène nouveau, etc. Mais en essayant de revenir sur l'histoire, oui, la dimension historique, effectivement. En essayant de revenir sur l'histoire, on peut constater que le Maroc il a connu plusieurs formes donc de pauvreté ou peut-être plusieurs formes de famine, n'est-ce pas? On peut uniquement revenir sur la famine des années 40 et peut-être si vous avez des parents un peu, c'est-à-dire âgés, c'est-à-dire vos grands-parents peut-être, vos grands-parents, ils peuvent vous parler de la famine des années 40, c'est-à-dire que le Maroc a connu au cours de cette période et je ne sais pas, est-ce que vous avez une réponse? Pourquoi le Maroc il a connu la famine au cours des années 40? Est-ce que vous avez une idée, une réponse? Allez, donc un volontaire, une volontaire. Allez, pourquoi toute l'Afrique, le monde même, il a connu, je te dis, il a connu des phénomènes de pauvreté au cours de cette, plutôt de famine au cours de cette Après la période. guerre, après la guerre, Allez, monsieur, après la guerre mondiale, c'est, deuxième guerre mondiale, oui, à cause de ce la n'est pas guerre après la guerre, mondiale, la deuxième guerre c'est au mondiale. cours de la, C'est au cours de la oui, guerre, c'est oui, c'est effectivement, c'est terminé en ça la réponse. 1945, oui. La deuxième. Mm. Oui, monsieur. Oui, voilà, c'est effectivement donc la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mademoiselle Khadija, etc., ou madame Khadija. C'est effectivement donc à cause de la Deuxième Guerre mondiale, car c'est-à-dire les puissances coloniales, ils venaient donc, par exemple, au Maroc ou en Afrique, c'est-à-dire ils spolient la population, n'est-ce pas, spoliation donc de la population, ils prennent tout, c'est-à-dire tout ce qu'ils trouvent ici pour donc approvisionner donc les armées donc au niveau donc des fronts et donc ils prennent tout donc ils laissent la population donc vivre dans une pauvreté totale et donc ce qui a causé la famine, etc. Donc on peut prendre c'est-à-dire cet exemple et donc c'est un exemple parmi d'autres donc qui nous parle donc d'une forme donc ou d'un phénomène qui est peut poser la question aujourd'hui, n'est-ce pas? Et donc, comme ça, on essaie de chercher, comme il a été dit par votre camarade, la dimension historique du sujet. C'est-à-dire, est-ce que le sujet, il a déjà existé, etc. Et donc, il mesure donc le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire il est devenu d'actualité. Et comment les anciens, voilà ce qui est important, comment les anciens, par exemple, ils ont traité la question de la famine ou ils ont traité la question donc de la pauvreté. On peut prendre l'exemple du coronavirus, n'est-ce pas? Le coronavirus, ou si quelqu'un vous pose, par exemple, un professeur vous donne le coronavirus, n'est-ce pas? Au niveau de l'historicité, c'est le fait de revenir sur des phénomènes donc de virus ou des virus plutôt que l'humanité a pu connaître au cours de son histoire. Et comment donc l'humanité elle a pu résoudre ce problème. Par exemple, cette question du masque, c'est-à-dire que portent les gens, c'est quelque chose qui est très ancien.
Donc, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est inventé aujourd'hui. Vous pouvez revenir sur 1918 avec ce qu'on appelle la grippe espagnole, n'est-ce pas, qui a laissé presque 50 millions morts, 50 millions de morts donc au niveau du monde à cause de la grippe espagnole. Donc, il y a donc des virus et des maladies qui font des ravages au niveau donc de la population mondiale. Donc, après ce point donc de l'historicité, vient le cinquième point. Le cinquième point donc dans la dissertation, c'est ce qu'on appelle la problématique. La problématique. Et c'est elle qui est considérée comme le cœur de la dissertation. Elle est considérée comme le cœur de la dissertation. Car si vous n'avez pas de problématique dans votre dissertation, vous n'allez pas faire le sujet d'abord. Vous n'allez pas faire le sujet. Car la dissertation, c'est elle qui assure, c'est-à-dire le traitement, c'est-à-dire analytique du sujet et qui vous permet, monsieur, comment aborder un sujet de dissertation proposé. La problématique, c'est elle qui vous permet par la suite, si vous voulez, une remarque s'il vous plaît, si vous voulez, c'est-à-dire poser des questions, de petites phrases, c'est-à-dire car si vous écrivez tout un texte, c'est difficile pour moi de lire tout le texte. Donc, la dissertation, c'est elle qui vous permet d'élaborer un plan. Voilà. Si vous n'avez pas de problématique, vous n'allez pas élaborer un plan. Vous allez, c'est-à-dire, vous perdre. Vous allez écrire n'importe quoi. Mais toujours, il faut avoir la problématique, car c'est elle qui vous permet, monsieur, c'est difficile d'entendre clairement, mais je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas de problème au niveau donc de la voix. Peut-être il y a un problème au niveau de l'image, il n'y a pas mais au niveau de la voix, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun signal, c'est-à-dire qui me dit qu'il y a une coupure de l'Internet, etc. Donc, je viens de dire que la problématique est un élément central, effectivement, d'une dissertation, comme il a été dit par votre camarade. La problématique. Mais moi, par exemple, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que la problématique? Est-ce que vous avez une idée sur la problématique? C'est quelqu'un, donc, vous pose la question. Qu'est-ce que la problématique d'abord? À vous la parole. Il n'y a pas de volontaire. Mademoiselle ou Madame Soukaina Bennani. Allez, Mademoiselle Hajar, Anwar. La problématique. On revient donc à la problématique. La problématique, il diffère du problème. C'est la présentation du problème, non? C'est la présentation du problème? Non, pas... Non, c'est une la problématique, monsieur, c'est non, une ce n'est pas la présentation du problème. Monsieur, on peut dire qu'on va poser des questions. C'est un grand problème. Poser des questions pour. C'est la problématique, c'est la question à laquelle l'étudiant va passer de répondre. Les détails d'un problème. Et la question à laquelle l'étudiant va tâcher de répondre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'une manière ou d'une autre, effectivement, c'est ça. C'est la question donc, à laquelle donc, l'étudiant va répondre. Mais comment on va donc élaborer cette question? C'est ça la question qui se pose. Oui, s'interroger sur le sujet, oui. Monsieur, une problématique, c'est un ensemble de problèmes liés à un même sujet. Monsieur? Oui, plus ou moins, c'est ça, oui. La problématique, c'est l'ensemble de problèmes qui nécessitent une résolution. Oui, on vous écoute. La problématique, c'est l'ensemble de problèmes qui nécessitent oui, c'est ça, oui, c'est vrai.
Oui, c'est ça, mais il faut achever la Monsieur, réponse. En monsieur, tout cas, merci monsieur, pour vos interventions. Oui, oui. Sont dit différents problèmes liés Oui, à oui, un je vous même écoute. sujet. Allez, c'est qui la personne qui parle? Fadwa. Oui, c'est Madame un Karine. ensemble de Ah, questions liées d'accord, à un yallah. sujet de recherche. Oui, oui, mademoiselle Fedwa, oui, C'est oui, un ensemble de problèmes liés oui. à un même On vous écoute, sujet. Fedwa. C'est un ensemble de problèmes liés à un même sujet, Oui, c'est un non? ensemble de problèmes, mais c'est-à-dire mais la définition, c'est-à-dire exacte, qui c'était plus ou moins qu'il faut donner, ce n'est pas ça. Donc, merci pour vos interventions. Donc, moi, je vais continuer Je donc vous à en prie. parler. Donc, Monsieur, désactivez, s'il vous plaît, vos. Oui. Donc, désactivez vos micros oui, et monsieur, laissez-moi c'est donc parler, poser s'il vous le plaît. problème de Merci recherche. donc merci beaucoup. C'est donc la question qui pose donc un problème. La problématique, il diffère du problème. La problématique, il diffère du problème. Il y a quelqu'un qui a dit c'est poser le problème de recherche. Non, ce n'est pas un seul problème. La problématique, il diffère déjà, c'est-à-dire au niveau donc c'est-à-dire de l'orthographe, etc. Donc du mot, vous voyez qu'il y a une différence entre problématique et problème. Car le problème, il s'agit ensemble des questions et des problèmes concernés, etc. Donc, car le problème, c'est un problème qui est limité et qui peut nécessiter plusieurs réponses. Mais ce sont des réponses destinées à la résolution d'un seul problème. Un seul problème. La différence entre le problème et la problématique, c'est que la problématique est un ensemble de problèmes. Il ne s'agit pas d'un seul problème. Mais la problématique, c'est un ensemble de problèmes. Effectivement, c'est une question, comme c'est-à-dire le problème. Mais c'est un ensemble de problèmes, de sorte que, donc vous pouvez écrire, c'est-à-dire en m'écoutant en même temps, c'est que donc la problématique, c'est un ensemble de problèmes dont DONT, dont la résolution d'un seul problème nécessite la résolution de l'ensemble des problèmes. Vous voyez la différence. Pour le problème, c'est la résolution d'un seul problème auquel on peut donner plusieurs solutions. Mais la problématique, c'est un ensemble de problèmes dont la résolution d'un seul problème nécessite la résolution de l'ensemble des problèmes. C'est-à-dire que les problèmes dans le cadre de la problématique sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Il y a un enchaînement de problèmes à l'intérieur de la problématique. Il y a donc un enchaînement de problèmes à l'intérieur de la problématique. Et donc, pour résoudre la problématique, il faut résoudre l'ensemble des problèmes de la problématique. C'est ça la définition donc qu'on donne pour la problématique. Et donc, la problématique, c'est un questionnement. Voilà, c'est un questionnement. C'est une question, effectivement, c'est une question. Mais comme on vient donc de dire, c'est une question qui correspond à un ensemble de problèmes dont la résolution nécessite la résolution de l'ensemble des problèmes. Car c'est-à-dire tous les problèmes sont enchaînés dans le cadre de la problématique. Et donc, dans le cas, donc, cette problématique, comme on vient de le dire, c'est un questionnement. C'est un questionnement général, global et central. Un questionnement général, global et central. Et il est considéré comme ce qu'on appelle l'ossature. C'est comme la colonne vertébrale d'un être humain. C'est comme la colonne vertébrale d'un être humain. C'est ce qu'on appelle l'ossature sur laquelle porte le sujet. L'ossature. L'apostrophe OS. Ça vient des os, l'os. Ossature. Sur laquelle donc repose le sujet. Et il est effectivement considéré comme la règle d'or, c'est-à-dire qui permet la résolution
ou l'exercice donc de la dissertation. On ne peut pas parler de dissertation, comme je viens de le dire à maintes reprises, sans parler donc de problématique. Maintenant, la problématique elle-même, est-ce qu'il peut être une problématique descriptive? Non. Lorsqu'on parle de problématique analytique, il faut donc choisir ce qu'on appelle des questions analytiques. Donc, il faut éviter ce qu'on appelle les questions de comment, ou est-ce que, ou qu'est-ce que, ou en quoi consiste, etc. Ce sont des questions qu'il faut barrer, c'est-à-dire de la dissertation. Toujours dans le cadre de la dissertation, il y a une question qui est centrale. C'est la question de ce qu'on appelle dans quelle mesure. Dans quelle mesure. DNS. Quelle mesure. Quel attaché. Quelle mesure. Pourquoi? Car nous sommes en train de faire ce qu'on appelle la mesure. Nous sommes en train de faire de ce qu'on appelle la mesure. Et donc, dans le cadre de cet exercice de mesure qui va nous amener, c'est-à-dire vers d'autres domaines, c'est comme si nous sommes, c'est-à-dire en train d'aller vers des domaines comme le domaine de la physique, de la chimie, de la médecine, etc. Mais nous sommes dans le cadre c'est-à-dire des sciences sociales, c'est-à-dire pour vous, c'est-à-dire pour les étudiants qui sont donc inscrits dans ce domaine. La mesure, il nécessite ce qu'on appelle des indices et des indicateurs. Pourquoi? Car, c'est-à-dire le plan qui va correspondre à la mesure, c'est souvent un plan dialectique. Bien sûr, il y a plusieurs types de plans. On ne va pas parler des autres formes de plans. On va parler de ça par la suite. Nous, ce qui nous intéresse, c'est donc dans le cadre de la dissertation. La dissertation en général, ce n'est pas la juridique. La dissertation. Donc, il y a ce qu'on appelle un plan dialectique. Et donc, nous sommes dans le cadre d'un plan dialectique qui nous amène à ce qu'on appelle le traitement de la thèse et de l'antithèse. Donc, il y a une thèse et il y a une antithèse. Et donc, dans le cadre de ce rapport, on sort avec ce qu'on appelle une synthèse, qui constitue bien sûr la conclusion donc, du sujet. Donc, la question principale sur laquelle il faut insister toujours dans le cadre de la problématique, c'est la question de dans quelle mesure. Et on peut donc donner plusieurs exemples de sujets dans le cadre donc, des exercices de dissertation. Après donc la problématique, comme cinquième élément, le dernier élément, c'est le plan. Lancer le plan. Lancer le plan. Et donc, comme ça, donc, on arrive au plan. Le plan, il y a plusieurs formes de plan. C'est-à-dire, d'abord, c'est-à-dire au niveau du développement du sujet. Ce n'est pas au niveau analytique. Il y a ce qu'on appelle le plan francophone, peut-être auquel vous êtes habitué et qui est peut-être quelque chose qui est classique au niveau de l'université marocaine et au niveau peut-être de l'université africaine, surtout l'université francophone. Donc, ce plan francophone, au plan français, c'est un plan qui repose sur deux parties. Toujours donc le sujet pour eux, il est réparti souvent. Il y a donc une première partie et il y a une deuxième partie. Et souvent donc la première partie est divisée en deux sections. Et puis une deuxième partie. Une deuxième partie, elle aussi, il est divisée en deux parties. En deux sections. Et chaque section, il peut être divisée en deux paragraphes. Et on sort avec une conclusion. Il y a certains qui disent que la conclusion, elle est facultative. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire car elle permet, c'est-à-dire à l'étudiant, de faire, c'est-à-dire une synthèse
c'est-à-dire de tout ce qu'il a traité dans le cadre de son sujet. Donc, il y a ce type de plan. Et donc, je peux lancer le plan comme ça, c'est-à-dire c'est-à-dire au niveau de l'introduction, et dire que mon sujet, c'est-à-dire mon sujet sera réparti en deux parties. Et je signale les titres c'est-à-dire de la partie. Par exemple, dire le titre 1, par exemple, lorsqu'on a parlé de la liberté, on peut dire comme ça les formes philosophiques de la liberté. Voilà, les fondements philosophiques de la liberté. Si je ne vais pas, par exemple, aller vers la philosophie et toutes ces questions-là, je traite par exemple du cas marocain, je peux parler de ce qu'on appelle les fondements historiques de la liberté au Maroc. Les fondements historiques de la liberté au Maroc, pour dire, par exemple, ou de la démocratie au Maroc, pour dire est-ce que nous avons donc des cas dans l'histoire du Maroc. Les cas, donc, par exemple, je prends le sujet de la démocratie, est-ce que nous avons donc des cas de démocratie, c'est-à-dire avant la colonisation même? Est-ce que, par exemple, les Marocains, est-ce qu'ils ont connu des formes de démocratie? Alors, il faut donc comprendre qu'est-ce que la démocratie, car on ne peut pas, il ne faut pas croire, c'est-à-dire que la démocratie, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est lié à votre vie, c'est-à-dire d'aujourd'hui, car les sociétés anciennes aussi, ils ont leur propre démocratie. Et ils ont, c'est-à-dire leur propre définition de la démocratie. Et on parle de ce qu'on appelle la démocratie chez les anciens, et on parle de la démocratie chez les modernes, n'est-ce pas? Donc, il y a des ouvrages, par exemple, qui parlent de ce qu'on appelle la démocratie directe, etc., qui a existé chez les anciens. Et il y a par exemple, si vous avez déjà rencontré quelque part, par exemple, des ouvrages qui parlent de la démocratie athénienne, c'est-à-dire à Athènes, chez les Grecs. Mais n'est-ce pas, d'autres sociétés, ils ont connu donc des formes de démocratie. Par exemple, on peut revenir au Maroc pour parler donc du Maroc et pour parler de notre continent, l'Afrique. Aussi, avant donc la colonisation, nous avons connu des formes de démocratie. Moi, je ne parle pas du Mkhzan, mais je parle plus exactement des tribus. Les tribus, ils ont connu des formes de démocratie. Peut-être vous connaissez ça, et peut-être vos parents et vos grands-parents, ils connaissent tout ça. Et car, c'est-à-dire la forme que nous avons connue, il s'appelle Jma'a. Jma'a en arabe. Et en berbère, en tamazirt, on dit agréou, pour ceux qui parlent donc berbère. On dit agréou, c'est-à-dire c'est comme la Gora qui existait donc chez les Grecs. C'est un espace dans lequel se réunissent, c'est-à-dire les grands, c'est-à-dire de la tribu, c'est-à-dire les hommes de la tribu et les femmes aussi. Chez les tribus subsahariennes, ils ont ce qu'on appelle la forme de la palabre. Et pour nos compatriotes subsahariens, peut-être qu'ils connaissent, ils connaissent de quoi, c'est-à-dire la signification de la palabre. La palabre, c'est la forme aussi la forme donc de la gra ou la forme de la gora, c'est-à-dire où les gens se réunissent et essayent donc de résoudre leurs problèmes de façon pacifique. Donc pour éviter la guerre, car le problème toujours, c'est-à-dire des sociétés depuis l'Antiquité, c'est le fait d'éviter la guerre, d'éviter le conflit, et donc d'essayer de résoudre les problèmes. Direct, n'est-ce pas? Il y avait une démocratie directe. Mais aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle, c'est-à-dire la démocratie indirecte. Vous savez qu'on parle de ce qu'on appelle la démocratie indirecte. Il y a, c'est-à-dire des représentants, il y a un parlement, il y a des conseils communaux, des conseils régionaux, etc. C'est-à-dire on ne peut pas, c'est-à-dire faire réunir des millions de personnes donc, dans une agora, etc. Donc, la démocratie, elle a évolué. Nous ne sommes plus donc dans la démocratie donc, directe, nous sommes dans la démocratie donc indirecte, etc. Donc, c'est ça, c'est un exemple. Donc, on a pris l'exemple du Maroc pour dire les fondements historiques donc, de la démocratie au Maroc.
C'est ça, on peut donc revenir sur toute cette histoire, etc., etc. Et par la suite, arriver, par exemple, à la phase coloniale, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été introduit par la colonisation. Puis on peut parler donc des formes de la démocratie moderne, ce qu'on appelle les formes de la démocratie moderne au Maroc. Toujours on parle du cas marocain, c'est-à-dire depuis 1956 jusqu'à nos jours. Qu'est-ce que, c'est-à-dire le régime politique marocain a pu apporter et qu'est-ce qu'il a pu connaître, c'est-à-dire comme forme de démocratie ou forme d'évolution, etc., les transitions politiques, les transitions démocratiques réalisées au Maroc donc depuis 56 jusqu'à nos jours. On peut parler donc de la vie des associations, des syndicats, des partis politiques, des mouvements de contestation, du Parlement, du gouvernement, etc. Donc des rapports entre toutes ces institutions, etc. Est-ce que les gens, c'est-à-dire, bénéficient d'un espace public, de liberté, etc. Toutes ces questions-là, c'est-à-dire, ils font aussi les médias, est-ce que nous avons des médias libres, etc. Tout ça, c'est-à-dire, ça fait référence à des formes de démocratie, donc à ce qu'on appelle les manifestations donc, de la démocratie et l'exercice de la démocratie donc, dans un pays. Voici donc un sujet que je viens donc de vous donner. Et donc, après donc le plan dont je viens donc de parler, donc le plan francophone, le plan français qui est de partie, il y a le plan anglo-saxon. Il y a le plan anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le plan des chapitres ou des axes. C'est-à-dire juste après l'introduction, vous faites ce qu'on appelle axe 1 ou chapitre 1. Vous pouvez donc parfois consulter des ouvrages des Américains ou des ouvrages des Anglais, etc. Souvent, vous trouvez une petite introduction. Juste après l'introduction, ils mettent chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, jusqu'à chapitre, je sais pas, chapitre N, n'est-ce pas? Donc, ils peuvent mettre comme ça plusieurs chapitres. Mais, c'est-à-dire, au niveau de cette méthode aussi, il faut comprendre que, à côté de la problématique centrale, c'est-à-dire de la dissertation, c'est-à-dire de votre sujet, au niveau de l'axe 1, c'est-à-dire il faut lui chercher une question, n'est-ce pas? Il faut lui chercher une question qui va le guider, c'est-à-dire l'axe 1. Et l'axe 2, l'axe 3, etc. Vous pouvez, par exemple, écrire 3 axes ou 5 axes. Toujours, on travaille avec l'impair, n'est-ce pas? On travaille avec l'impair. Pour faire la différence donc avec la méthode francophone des deux parties, car les Français ils peuvent, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle 2 parties, 3 parties, 4 parties, etc. Mais toujours, on parle de mot partie. Après, donc, le plan, on passe donc au développement. Après donc l'introduction, on passe au développement. Donc, comme deuxième point donc, dans la dissertation. Il nous a pris beaucoup de temps cette dissertation. Donc, donc, le développement donc, du sujet, il se fait sur la base, c'est-à-dire du plan choisi par l'étudiant. Ou c'est-à-dire le sujet, plutôt le plan, qui est d'une manière ou d'une autre déduit du sujet lui-même. N'est-ce pas? Il y a, comme je viens de le signaler, le plan dialectique. Le plan dialectique, en tant que plan analytique, c'est un plan qui repose sur 2 parties aussi. Il y a la thèse et il y a l'antithèse. Il y a la thèse et il y a l'antithèse. Lorsqu'on parle de la thèse, on parle de ce qu'on appelle les éléments utilisés pour défendre la thèse, ou de ce qu'on appelle des indicateurs et des indices mobilisés par l'étudiant pour défendre la thèse, pour dire oui. Alors que dans l'antithèse, il contient ce qu'on appelle les éléments qui réfutent. C'est pour la réfutation, qui disent non, ou qui essaient donc de développer une idée opposée, car c'est ça l'antithèse, opposée à la thèse qui a été développée au départ. Puis il y a donc la synthèse qui est faite par l'étudiant. Puis il y a ce qu'on appelle le plan thématique. Le plan thématique. Au niveau de ce plan
lui-même. Et souvent, donc, pour les plans thématiques, on les trouve dans le cadre des sujets de la dissertation juridique. Et on peut vous donner des exemples. Par exemple, vous êtes en train de traiter de phénomènes. Vous écrivez les causes et les conséquences. Les causes et les conséquences. Par exemple, vous êtes, je ne sais pas, par exemple, un phénomène de chômage. Vous traitez le chômage. Et vous voulez traiter le chômage de cette manière. Les causes du chômage, les conséquences du chômage. C'est ça. Ou vous dites, par exemple, vous choisissez peut-être un autre sujet. Il n'est plus question comme dans le plan dialectique, bien sûr. Il n'est plus question, ce n'est plus le plan dialectique. Le plan dialectique, on vient de le développer. Je ne sais pas qui a qui a fait cette remarque. Mais en tout cas, le plan dialectique, on a dit qu'il y a la thèse, et il y a l'antithèse et il y a la synthèse. C'est-à-dire que la thèse, elle est l'opposé de l'antithèse. Et l'antithèse, elle est l'opposé de la thèse. Mais dans l'autre plan, dans l'autre forme donc, de plan, ce qu'on appelle thématique, c'est-à-dire c'est le sujet lui-même. C'est-à-dire qui vous impose d'une manière ou d'une autre le plan. Et vous, à partir donc du sujet, vous dégagez le plan. Par exemple, comme je viens de dire, la pauvreté ou le chômage, etc. Vous pouvez dire, je vais traiter moi les causes de ce phénomène et traiter par la suite les conséquences. Troisième forme de plan, c'est ce qu'on appelle le plan comparatif. Le plan comparatif. Je peux aussi donner des exemples de sujets, c'est-à-dire pour le plan thématique. On peut prendre la loi et traiter ce qu'on appelle la portée de la loi. La portée de la loi, c'est-à-dire quelle est sa portée. Et on peut traiter ce qu'on appelle, dans un deuxième point, les limites de la loi. La portée et les limites de cette loi. Le plan comparatif, c'est un plan aussi de deux parties. Et il s'agit donc d'une comparaison entre deux choses. Par exemple, vous voulez traiter de la démocratie au Maroc et en Algérie. La démocratie au Maroc et en Algérie. Le voisin qui il n'est pas loin. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Quelle est la capitale de l'Algérie? Allez, à vous la parole. Alger. Allez, un volontaire, une volontaire. Effectivement, c'est Alger. Oui, c'est Alger, ce n'est pas Oran. Plan thématique. Oui, il y a toujours des arguments, monsieur, pour celui qui nous a parlé donc du plan thématique. Toujours la dissertation, il est accompagné Alger, oui, je dois. Et toujours oui, mademoiselle Soukaina, c'est Alger. Toujours la dissertation, il est accompagné, c'est quoi Alger? On ne va pas revenir, ça va nous prendre beaucoup de temps, c'est quoi Alger? C'est quoi tout ça? Il faut revenir sur l'histoire donc pour comprendre c'est quoi Alger. C'est quoi Alger, c'est quoi l'Algérie, etc. etc. Capitale de l'Algérie. Oui, capitale de l'Algérie, effectivement. Donc, pour toute dissertation, il y a toujours le raisonnement et il y a l'argumentation. Et il n'y a pas de, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de faire un style journalistique avec tout mon respect pour les journalistes, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas en train de faire ça. Vous êtes en train de faire un travail académique. Académique et scientifique, donc il faut qu'il y ait de l'argumentation et le raisonnement. Il faut argumenter ce que vous êtes en train de dire. C'est logique. Donc, le plan thématique, on a parlé donc d'un exemple aussi de la loi, par exemple, de traiter donc, ou la règle
traiter par exemple la portée, les limites de la règle. On peut parler de la règle elle-même, de l'exception. L'exception, c'est-à-dire qui est liée à l'application de la règle, etc. L'autre plan, c'est-à-dire sur le plan comparatif. Souvent, c'est-à-dire on utilise ces trois formes de plan. Le plan comparatif, on vient de dire de prendre un sujet comme donc la liberté de la presse. Par exemple, la liberté de la presse au Maroc et en Algérie, n'est-ce pas? On peut prendre un exemple et donc dans ce cas, il y a deux parties. La première partie, il s'intitule ce qu'on appelle les convergences, c'est-à-dire les ressemblances qui existent entre les deux pays au niveau de ce phénomène, au niveau de ce sujet, qui est la liberté de la presse. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les divergences ou les dissemblances. Donc, il y a les convergences, première partie, et deuxième partie, on a dit les convergences, les divergences. C'est ça donc le plan de comparatif. C'est ça donc le développement du sujet, il se fait sur cette base. Il se fait sur la base de ce qu'on appelle le plan choisi par l'étudiant pour traiter le sujet. Après donc le développement vient la rédaction. Maintenant la rédaction du sujet. Et elle est très importante, la rédaction du sujet. La rédaction du sujet, il y a ce qu'on appelle la forme de constitution ou d'élaboration de phrases. La forme d'élaboration de phrases. Et vous avez déjà commencé depuis la première section, pour ceux qui ont fait la première section, la deuxième, la troisième, par la suite le CP, etc., C1, C2, etc., c'est-à-dire dans les écoles privées ou dans les écoles publiques, etc. On a essayé de vous faire apprendre comment écrire une phrase. Comment écrire une phrase. Car une phrase, il y a la définition aussi de la phrase. Il y a aussi la définition du mot, car la phrase se constitue de mots. Et il y a aussi la définition donc de mots. Et de quoi il est nécessaire de présenter un plan de 4 axes. Qu'est-ce qu'il veut dire le monsieur ou la demoiselle? Laissez-nous donc achever d'abord comme la dictée. Donc les phrases. La demoiselle a parlé de la dictée en relation donc avec la rédaction, qui est très bien. La rédaction donc c'est le problème donc de phrases. Ils nous ont dit au départ, ils vous ont dit que dans la phrase il y a ce qu'on appelle un sujet, il y a un verbe et il y a un complément. Il y a un sujet, il y a un verbe et il y a un complément. C'est-à-dire que la phrase, elle est très courte. Et donc, la règle d'or dans le cadre de la rédaction, c'est le fait d'élaborer des phrases très courtes. Élaborer des phrases très courtes. Sujet, verbe, complément. Exemple, Mouha va à l'école. Ou Mouha ou Ali mange la pomme. Mouha à l'école. Je ne vais pas prendre l'exemple des noms d'aujourd'hui. Mademoiselle Mariam, par exemple, dort très tôt, etc. Donc la règle d'or dans le cadre de la rédaction, c'est ce qu'on appelle des phrases courtes. Des phrases. Ce n'est pas des phrases. Il y a des étudiants
Et nous aussi, on a été victime, c'est-à-dire de cette forme aussi. Des phrases qui peuvent prendre un paragraphe, une phrase qui correspond à un paragraphe. C'est trop, c'est trop. Dans laquelle on trouve 4 lignes, 5 lignes dans une phrase. Où est la phrase? Mais où est la phrase? Il n'y a plus de phrase. La phrase avec 4 lignes, 5 lignes, un paragraphe, ce n'est pas une phrase. Donc la phrase, autrement dit, bâtir un plan solide. Je ne sais pas. Oui, nous sommes toujours dans le cadre de c'est-à-dire de ce travail. Une phrase, donc, un sujet, un complément, plutôt un verbe et un complément. Toujours donc des phrases courtes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la ponctuation. Il faut faire attention à la ponctuation, n'est-ce pas? Point, point, virgule, virgule, point d'interrogation, point d'exclamation, etc., etc., les parenthèses, les guillemets, tout ça. Si vous avez des citations des auteurs, etc., il faut les mettre en guillemets, etc. C'est très important pour ce point. Troisième point, donc, de la rédaction. C'est le style. Il faut choisir ce qu'on appelle un style analytique circoncis. Analytique et circoncis, c'est-à-dire bien limité. Ce n'est pas un style qui correspond à ce qu'on appelle la redondance, dans lequel il y a la redondance. Et c'est l'un des éléments aussi essentiels qu'il faut éviter. Ce qu'on appelle la redondance, c'est la répétition, dire les choses autrement. À chaque reprise, vous répétez la même idée. Donc, il ne faut pas répéter la même idée. Il faut écrire l'idée et je passe à une autre idée. Ce n'est pas faire la redondance, répéter la même idée. Le style, les phrases, la ponctuation, la redondance et la clarté. La clarté, c'est-à-dire avoir un style, ce qu'on appelle limpide et clair. Limpide et clair. C'est ça donc pour la dissertation. Et en fin de compte, on a une synthèse, c'est-à-dire de ce qu'on vient de rédiger. Et cette synthèse, pour certains, c'est-à-dire, il peut être facultatif. Et moi, je pense que facultatif pour moi, il est nécessaire. Pourquoi? Car l'étudiant, c'est-à-dire, essaie de dégager, c'est-à-dire les idées principales, c'est-à-dire de son sujet de dissertation dans un style qui l'amène donc à faire un résumé ou à être capable de faire un résumé. Écrivez donc exemple de sujet de dissertation. Exemple de sujet de dissertation que vous pouvez peut-être faire. Écrivez. Écrivez. On peut prendre donc écrivez l'État en Afrique, avec l'État E majuscule. E majuscule, je parle de l'État. Ce n'est pas l'État avec E minuscule, l'État en Afrique. Deuxième sujet, écrivez la démocratie au Maroc, après l'indépendance. On pose la question, est-ce qu'il y a eu démocratie ou il y a de démocratie? Donc la démocratie au Maroc après l'indépendance. Troisième sujet,
L'entreprise familiale au Maroc, où on peut prendre aussi le sujet d'actualité, le coronavirus et l'OMS. L'OMS, vous connaissez l'OMS? OMS. l'Organisation Bakar mondiale de la Kassim, santé. l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, la question, c'est que qu'est-ce qu'il a fait l'OMS pour combattre le coronavirus? Ça, c'est une question parmi d'autres, mais ce n'est pas une question analytique. La question analytique, c'est dans quelle mesure? Voilà, dans quelle mesure? N'est-ce pas? L'OMS, en tant qu'organisation, ont choisi l'un des sujets. Oui, effectivement. Oui, sujet 3. L'entreprise familiale au Maroc. Et la démocratie, donc, de la démocratie au Maroc depuis l'indépendance. On a parlé donc de l'État en Afrique. On peut aussi ajouter un autre sujet économique qui est très important, c'est la dette. La dette et la crise économique en Afrique. La dette et la crise économique en Afrique. Monsieur va faire son sujet et va, c'est-à-dire, s'exercer à faire le sujet, car il faut s'exercer à faire le sujet. C'est un exercice qui est très important pour vous. Je vais vous donner mon adresse mail, c'est-à-dire mon mail, donc pour m'envoyer vos sujets. Et je peux vous corriger les sujets, mais des sujets rédigés avec un style, comme je viens de dire, clair, etc. Ce n'est pas du copier-coller. Si vous voulez faire du copier-coller, ce n'est pas la peine d'envoyer votre sujet. Non. Moi, je vous donne tout le temps pour rédiger vos dissertations. Le 15 jusqu'à la fin du mois. Si quelqu'un est capable de faire son sujet avant cette date, c'est-à-dire dans une semaine, il peut l'envoyer, mais les sujets ne doivent pas dépasser 4 ou 5. 4 ou 5 pages, ou 3 pages. C'est-à-dire uniquement on va voir est-ce que l'étudiant il est capable de faire quelque chose, n'est-ce pas? Oui, mon adresse mail, je ne sais pas, je vais écrire peut-être ici, je ne sais pas. Je ne sais pas où je vais écrire. Je ne sais pas où je vais écrire. Je vais aller peut-être ici pour que je puisse écrire. Oui, pour que je puisse écrire mon adresse dans la partie chat. Chat, où se trouve le chat? Partie chat. Vous pouvez l'écrire dans la section chat, Voilà. Il y a quelque chose Oui, en oui, bas j'ai à droite. trouvé, j'ai trouvé. Donc voilà, voilà. Ok. D'accord, d'accord. Voilà, donc je vais vous écrire. Donc, voilà. Et voilà. Donc, et voilà. Je ne sais pas comment envoyer. Comment je pourrais vous envoyer ça? Clique sur Entrée, monsieur.
Entrée où se trouve entrée? Entrée du PC. Voilà. Oui. Oui, j'ai cliqué sur entrée. J'ai cliqué sur entrée. Ça y est, c'est envoyé. Monsieur, est-ce que tu es sur le chat de tout le monde? Parce qu'il y a un chat privé et un chat de tout le monde. Tu dois. C'est écrit en haut. Eh ben, non. Eh ben, j'en sais rien. Oh, oh. Oh. Je pense que vous n'êtes pas sur En le tout cas, chat. écrivez, Je pense écrivez s'il que- vous plaît. Oui, Donc, voilà. écrivez donc EL, minuscule, minuscule EL, A2SER. Donc, LACR, ABDE, ABDE, Abdurrazek, 2RA, ZEK, ZEK, arobasque, yahoo.fr. Voilà. Et donc, comme ça, vous pouvez m'envoyer donc vos sujets pour donc la correction. Voilà. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Oui, c'est ça, oui. Très bien. C'est ça. Abdelrazek, c'est ça, yahoo.fr. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie. À la prochaine. Et on va donc toujours continuer dans le cadre Merci beaucoup, monsieur. c'est-à-dire de notre cours magistral. Et on va essayer. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à tout le monde. À la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine. Merci.